Salut à toi, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode inédit. Nous allons enfin entamer le chapitre de la crypto. Et donc je tenais à faire un épisode global finalement sur la jeunesse de la crypto, ce que c'est, et t'aider à voir les bases. Alors je m'excuse d'avance, je suis vraiment très malade, donc tu l'entends, je parle beaucoup du nez. Néanmoins, je vais te donner le meilleur de moi-même pour que ça soit audible et que tu puisses apprécier l'épisode. Alors pour bien comprendre ce qu'est la crypto, mais aussi la monnaie, parce qu'on dit bien crypto-monnaie, il faut remonter il y a environ 10 000 à 20 000 années, là où en fait est né le troc. Et oui, à la base, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, il y avait peut-être l'agriculteur qui faisait des fruits, du céréal, des légumes, tout ce que tu veux. Il y avait l'éleveur éventuellement qui faisait peut-être des bovins, puis il y avait peut-être celui qui fournissait le bois, que sais-je. Il y avait un écosystème en fait de vie qui fait qu'à un moment, il y avait de l'offre et de la demande. C'est-à-dire que les gens, pour mieux vivre, avaient besoin de telle ou telle chose de leurs voisins qui avaient, via leur force de travail, créé de la valeur dans quelque chose. Et donc, le truc le plus judicieux, en fait, c'était de te dire, eh bien écoute, moi, par exemple, j'ai une vache, je vais te l'échanger contre un certain nombre de kilos de blé, un certain nombre de légumes, que sais-je. Et en tout cas, on pouvait se dire, on échange des pommes de terre contre une vache, contre un agneau, que sais-je. Et en fait, en échange de bons procédés, on pouvait aspirer à une vie meilleure comme ça. En fait, le gros problème que ça constitue, c'est que ça peut vite créer des problèmes, puisque là, on était sur un échange très simple entre la personne A qui avait des fruits et légumes, etc., et la personne B qui avait plutôt des animaux, imaginons. Mais quand tu vas avoir une multitude d'acteurs, les échanges vont se complexifier. Puisque, par exemple, toi, tu vas vouloir d'un coup du bois pour te chauffer, sauf que la personne qui offre le bois ne va pas forcément avoir besoin d'animaux, puisque il a déjà des poules, des agneaux, il a déjà ce qu'il faut en fait dans son cheptel, dans son terroir, et donc il n'a pas besoin de toi ce que tu offres. Donc tu vas devoir passer par des mécanismes d'aller échanger tes produits via une autre personne, une ou deux autres personnes qui eux vont te fournir un produit dont la personne initiale a besoin. Donc tu vois un peu, tu as capté le gros problème, c'est que tu vas faire plein d'échanges en ricochet, tu vas perdre un temps fou pour aller chercher réellement le bien, le service que tu as besoin. Et donc ça va générer beaucoup d'échanges, beaucoup de travail pour pas grand-chose. Et donc, c'est là qu'en fait va apparaître la monnaie, donc beaucoup plus tardivement, je te dis, le troc est apparu entre 10 à 20 000 années dans le passé, et donc la monnaie, a priori, est datée d'environ il y a 2700 ans, donc tu vois, ça a été très tardif, mais en tout cas, la monnaie est venue remédier à ça, c'est-à-dire qu'en échange de pièces d'or, de lingots d'or, que sais-je, on vient en fait valoriser un produit, un service ou un travail. Et donc, on crée finalement une universalité, une monnaie d'échange unique qui évite ce phénomène de ricochet, de devoir passer par l'un ou par l'autre pour avoir enfin le bien échangeable. Non, l'or peut être échangeable partout. Et ça permet aussi de décaler finalement le besoin immédiat d'échange, d'offres et de demandes. Puisque je vais te prendre un exemple, peut-être également que tu veux aller chercher 2 kilos de patates et que tu as du bois à offrir en échange. Peut-être que le bois peut intéresser la personne qui vend les kilos de patates, mais pas tout de suite parce qu'elle est en été, elle veut le récupérer qu'en hiver. Eh bien, quand tu vas aller chercher ton kilo de patates, la personne va accepter, grâce à l'or, de récupérer tout de suite cette notion pour que tu puisses acheter plus tard du bois. Et en fait, quelque part, on vient décaler le problème de l'instant, de l'envie d'acheter ou de vendre un produit, d'où l'apparition de l'or, de faciliter, en tout cas de la monnaie, pardon, de faciliter les échanges. Alors bien sûr, je te l'ai fait de façon très caricaturale, mais le but c'est pas de faire un pan d'histoire et d'être ultra précis, c'est juste de comprendre un concept au global. Si tu veux qu'on aille plus loin, n'hésite pas à me challenger, on regardera ça ensemble dans les commentaires. Toujours est-il, pour revenir à la monnaie, le problème fait que le temps et l'histoire fait que forcément ce sont les gouvernements qui sont venus réglementer et contrôler, si j'ose dire, tout ça, notamment adossé dans l'histoire récente par les banques, et ça vient forcément aider à plein de choses, notamment à régulariser, à faire en sorte qu'on évite les arnaques, à vérifier, à fiabiliser la valeur, je pense, de la monnaie, etc., etc. Néanmoins, ça crée aussi plein de problématiques et de choses que tu peux
pas faire? Le fait que ça soit hyper contrôlé, il y a aussi des revers. Notamment, je te prends un exemple très concret. Si aujourd'hui tu veux virer une somme d'argent importante, je te dis une bêtise au hasard, 50 000 euros, ou bien si tu veux retirer à ta banque, à ton guichet automatique directement 50 000 euros, eh bien je te le mets en mille, ce n'est pas possible. Tu as tout un tas de procédures en fait. Les banques, sûrement pour des questions de sécurité, mais limite. Mais donc voilà, tu n'es pas libre, il faut savoir totalement de tes faits et gestes avec ton argent. Et là est tout le problème. Et sans être complotiste ou révolutionnaire, en fait, ce problème de contrôle, de manque de liberté, il vient gêner beaucoup de personnes. On peut vite le comprendre. Parfois, tu as des besoins immédiats. Je ne sais pas, si du jour au lendemain, tu as un coup de nerf, tu veux acheter une voiture et que tu veux retirer 10 000 euros, pourquoi tu ne pourrais pas le faire en fait? C'est l'argent que tu as gagné à la sueur de ton front. Tu as d'ailleurs été déjà taxé sur cet argent sur la plupart des États. Donc, tu as envie de bénéficier librement du fruit de ton travail, tout simplement. Et donc, cet énervement, en fait, s'est inscrit dans un mouvement qu'on appelle aujourd'hui les cypherpunks. En fait, c'était des personnes, donc c'était dans les alentours des années 1990, qui étaient plutôt investis dans le milieu des mathématiques, de l'informatique et de tout ce qui est cryptographie. Donc des systèmes en fait mathématiques notamment et informatiques sont très liés à la cryptographie, tu le verras. Et ils vont réfléchir justement à comment potentiellement on peut créer une monnaie qui soit beaucoup plus libre, indépendante, sans passer par ces réseaux bancaires. Alors il y a eu quelques premiers essais sur des crypto-monnaies qui sont moins connues, notamment le BitGold. Voilà, il y a une ou deux figures de proue qui avaient été reconnues avant ça. Toujours est-il qu'ils n'ont pas eu le succès escompté de la première crypto-monnaie mondialement connue et qui aujourd'hui terrasse toutes les autres, j'ai nommé Bitcoin. Bitcoin a été réalisé un peu plus tard et sorti un peu plus tard, puisqu'il est apparu à partir de 2008, et notamment grâce à une personne, j'ai nommé Satoshi Nakamoto. Alors je dis j'ai nommé parce qu'en fait aujourd'hui cette personne c'est un pseudonyme. Elle avait déjà je pense pris les devants et forcément comme c'était un petit peu contre les banques, contre le système, je pense qu'elle a voulu préserver son identité et donc faire attention avec cet anonymat. Aujourd'hui c'est le plus grand mystère de la crypto-monnaie. Il y a plein d'histoires folles qui courent à travers ce nom, mais on ne sait toujours pas qui est Satoshi Nakamoto. D'ailleurs, tu as déjà eu des films entiers, des séries sur Netflix, je crois, à travers c'est qui peut être ce personnage. Parce qu'il faut savoir que ce personnage, forcément, détient un certain nombre immense de Bitcoin. Et donc, voilà, il pèse énormément dans le game du Bitcoin. Donc, tout le monde est intéressé pour savoir qui il est. Toujours est-il qu'en 2008, il sort ce qu'on appelle le White Paper Bitcoin. Alors, White Paper, traduit en français le livre blanc, et en fait il vient expliquer, démocratiser ce qu'est le Bitcoin, comment il fonctionne, etc. Donc c'est un petit truc qui est téléchargeable d'ailleurs sur le net, tu peux l'avoir en PDF, tout ce que tu veux. Il n'y a pas beaucoup de pages et il est quand même hyper intéressant pour comprendre la genèse même du Bitcoin. Alors forcément, tu verras, il y a souvent un amalgame très rapide qui est fait entre la crypto-monnaie et Bitcoin. Souvent, bah oui, tout simplement, Bitcoin est aujourd'hui celle qui détient le plus gros de la valeur du marché crypto-monnaie et il est aussi le plus connu puisque c'est la genèse des cryptos. Alors on reviendra dans des épisodes sur peut-être les différentes crypto-monnaies les plus importantes, expliquer pourquoi il y a des systèmes différents. Maintenant, la plupart des cryptos vont apporter aussi leur pierre à l'édifice, la façon dont elles fonctionnent, etc. Moi, le but de cet épisode, c'est surtout que je t'explique comment fonctionne la crypto et en quelque sorte Bitcoin, et surtout c'est quoi les éléments importants qui le composent. Donc tu l'as compris, en fait la crypto-monnaie c'est une tentative collective en fait de réinventer la notion de confiance et de regagner en indépendance sur la valeur monétaire, sur la monnaie. Et donc le premier point qui est hyper important pour la décrire, c'est en fait le fait que c'est décentralisé. Il n'y a pas de banque, il n'y a pas d'organisme qui viennent centraliser les échanges, puisque en fait il y a un réseau entier. Et donc on appelle ça à la base du peer-to-peer, du pair à pair, c'est-à-dire que moi, je vais faire sans intermédiaire un échange avec une autre personne, alors que je veux, du montant que je veux,
etc. Donc d'ailleurs, Peer-to-Peer, pour les plus anciens, ceux qui sont de ma génération, ça peut vous rappeler aussi parfois les téléchargements de musique, de films qu'on pouvait faire. C'était un peu le même principe, hein, on téléchargeait des données de pair à pair, voilà, sans aucun intermédiaire en direct, et ben c'est un peu ce fonctionnement-là. Alors, tu vas me dire, ok, c'est bien, c'est décentralisé, mais le problème, ça fonctionne comment? Ben, c'est là, en fait, toute la puissance, et qu'on parle souvent de crypto-monnaie, mais la vraie technologie sous-jacente, c'est la blockchain. Et en fait, la blockchain, c'est quoi? Ben, ça pourrait être imagé par un immense journal de comptabilité qui va noter, en fait, à chaque transaction, donc de manière cryptée, à chaque fois que je vais faire un échange avec une autre personne, eh bien, ça va enregistrer ce que j'échange, donc la monnaie, est-ce que c'est du Bitcoin, est-ce que c'est de l'Ethereum, du Solana, etc. L'heure, le montant, etc., etc. Ça va marquer toutes ces informations. Et en fait, ça va créer à chaque fois des inscriptions dans un journal. Voilà. Et donc, toutes ces inscriptions de transactions, puisque forcément, tu te doutes bien, il y a des milliers, des millions de transactions tous les jours, eh bien, toutes ces transactions vont constituer des blocs, et ces blocs, à la fin, vont être reliés les uns après les autres, ce qui va constituer une chaîne, d'où le nom blockchain. Alors, je ne rentre pas dans le détail, mais en plus de ça, chaque bloc, pour être bien empilé, eh bien, on va reprendre le début et la fin de chaque bloc de manière un peu croisée pour qu'il soit vraiment bien enchaîné et garantir une hyper fiabilité. Donc en fait, là où on pourrait dire que les crypto-monnaies sont obscures, etc., chez Bitcoin, c'est pas du tout le cas, puisqu'en fait, tu as un registre qui existe, donc tu peux aller voir de manière totalement transparente qui a fait telle transaction à telle heure, et donc c'est notamment pour ça que c'est assez rigolo, mais il y a des sites aussi qui suivent et qui mettent des notifs quand il y a des gros mouvements de crypto-monnaies à plusieurs millions, voire milliards d'euros. On appelle ça les whales, les baleines, hein, ceux qui ont des énormes portefeuilles de crypto-monnaies. Et en fait, ça, on peut le voir de façon très lisible et ça permet de comprendre parfois des mouvements de prix à la hausse ou à la baisse quand il y a eu des gros mouvements d'un portefeuille à l'autre ou de retrait de crypto-monnaies. Alors tu l'as compris, les deux points hyper importants, décentralisés via la technologie blockchain, mais tu vas me dire, Romain, tu es bien gentil, mais moi j'échange avec un tel, en fait c'est un peu à l'arrache, comment on sécurise tout ça, comment on évite les fraudes, comment on évite de se faire voler? Eh bien c'est tout simple, le Bitcoin comme beaucoup de crypto-monnaies, est sécurisé par de la technologie et notamment ce qu'on appelle du minage, en anglais proof of work. Le minage, c'est quoi? En fait, c'est tout simple. Quand tu fais cette transaction, en fait, cet échange d'achat et de vente que tu vas inscrire sur la blockchain, avant d'être inscrit sur la blockchain, il y a des gens partout dans le monde. La plupart du temps, il y a forcément des professionnels, mais c'est né par des particuliers, c'est-à-dire que beaucoup de personnes le faisaient à même leur ordinateur chez eux dans leur salon. Eh bien, un ordinateur avec une puissance de calcul va vérifier un certain nombre de logiques. Est-ce que ces logiques-là sont respectées? C'est-à-dire, est-ce que la personne a bien un compte? Est-ce que la monnaie qu'il envoie est juste et réelle, etc. Voilà, il y a une checklist comme ça, mathématique à vérifier. L'ordinateur va cocher oui, 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 oui. Et une fois que tous les oui sont alignés, une fois et seulement, et je précise bien des deux côtés, donc voilà, des acheteurs comme vendeurs, une fois que les deux côtés sont vérifiés, eh bien la transaction est validée et enregistrée dans la blockchain. En fait, c'est comme un peu un réseau bancaire où ton TPE, l'opération va chercher et tu vas être validé par un réseau bancaire avant que la transaction soit OK, que tu puisses partir avec ton produit. Et bien là, c'est exactement la même histoire. Ce qui est trop fort, c'est que ce n'est pas la banque qui vérifie, mais c'est bien, encore une fois, les pairs à pairs, donc tous les particuliers qui ont envie de mettre à disposition leur ordinateur et leur puissance informatique pour le calcul des crypto-monnaies. Alors je précise aujourd'hui pour les puristes que le Bitcoin ne se fait pas du tout par ordinateur, il faut des machines spécifiques, notamment des ASICs, c'est des gros boîtiers à plusieurs milliers d'euros pour faire ça. D'ailleurs, pour dégager de l'argent, il en faut, sur du Bitcoin en tout cas, et du minage de Bitcoin, il en faut quand même plusieurs. Il faut faire tomber un bloc Bitcoin, donc c'est très compliqué. Et en fait, jusqu'à, je dirais, 2021, il était encore très facile de faire du minage donc avec son ordinateur chez soi et de gagner de l'argent, notamment parce qu'il y avait une monnaie qui était très connue qui s'appelait Ethereum. J'en ai d'ailleurs miné à l'époque, c'est comme ça que je suis rentré dans la crypto, c'était l'aspect technologique qui m'intéressait.
Et en tout cas, aujourd'hui, voilà, c'est un peu plus compliqué. On peut toujours faire du minage, il n'y a aucun problème. Il y a plein de personnes qui en font encore, mais sur des crypto-monnaies un peu moins connues, qui feront peut-être l'objet d'un autre épisode. J'espère que tu as capté le principe de la crypto. Donc, je répète les 3 points qu'il faut que tu retiennes. Donc, c'est décentralisé grâce à une blockchain et notamment du minage pour sécuriser en fait cette technologie et ce concept finalement. Aujourd'hui, il n'existe plus, je regardais là, à l'instant T, plus de 20 000 à 25 000 selon les listings qu'on regarde, mais plus de 25 000 crypto-monnaies différentes. Alors ça sera intéressant peut-être de les dissocier puisque il y a vraiment les coins, donc les monnaies propres à leur propre blockchain. Il y a les tokens, ce sont des monnaies qui sont adossées à des blockchains natives qui ne sont pas les leurs en fait, qui sont vraiment venus s'implémenter dedans. Voilà, il y a plusieurs types de classifications de crypto, donc ce sera intéressant de le refaire ensemble plus tard. Toujours est-il qu'il y en a énormément. Dans les questions en vrac que l'on peut se poser, la première que mes proches m'ont posée, mais en fait la crypto c'est pas réel, est-ce que c'est du vrai argent? Eh bien oui, c'est du vrai argent, puisque déjà la plupart du temps, quand tu vas acheter de la crypto, tu vas l'acheter avec une monnaie que tu détiens dans le réel, donc avec des euros, avec du dollar, avec tout ce que tu veux. Si tu as suivi un petit peu ce qu'on a dit avant, tu peux très bien ne pas l'acheter directement, mais en ayant fait du minage ou d'autres mécanismes de sécurisation de transactions de crypto, eh bien acquérir en récompense de la monnaie. Donc tu as fait du minage, tu as miné pendant tant d'heures, tant de jours telle crypto-monnaie qui est minable, on va te récompenser en te donnant une partie. En fait, c'est tout simple, dans la transaction, tu vas prendre un pourcentage de la transaction, donc tu vas acquérir quelques cryptos de cette manière-là sans potentiellement avoir besoin de l'euro ou du dollar. Et c'est important parce qu'en fait, tu peux aussi rentrer, alors peut-être moins rapidement, mais dans la crypto-monnaie sans avoir recours directement à de la valeur, à de la monnaie institutionnelle, à de l'argent institutionnel. D'ailleurs, je fais une petite aparté, un truc qui est hyper intéressant aussi, c'est que on se dit, ouais, mais de toute façon, en fait, c'est bien, j'ai du bitcoin et tout, mais je dois l'acheter avec de l'euro ou du dollar, et puis le jour où je veux acheter des produits ou des services, et bien de toute façon, je vais devoir revendre ces bitcoins et récupérer des euros et des dollars. Je suis totalement d'accord avec toi si tu restes dans un monde en euros et en dollars. Je pense que l'essence même et la jeunesse même, c'est de se dire que demain, Bitcoin, c'est Bitcoin. Et on le fait dans sa tête, on ne fera plus cette traduction en euros ou en dollars. En fait, si tu as du Bitcoin et que tu peux payer en Bitcoin, eh ben, tu n'as plus besoin des banques, tu n'as plus besoin de ce système monétaire. Tu peux en fait faire tes échanges jour, heure de la nuit que tu veux, montant que tu veux, et donc tu peux tout garder en fait en valeur Bitcoin. Et donc tu apprécieras d'autant plus la valeur de Bitcoin sans faire la transcription en euros ou en dollars dans ta tête. Alors très rapidement, je te donne un petit peu mes petits conseils pour si tu veux te lancer dans la crypto et commencer à investir et à diversifier ton portefeuille avec la crypto-monnaie. Première chose, déjà, il faut vraiment que tu fixes le montant que tu peux mettre dans ton investissement de manière hebdomadaire, mensuelle, comme tu veux. Est-ce que tu peux mettre par exemple 50 € par semaine pour débuter? Il faut bien avoir en compte que c'est des placements financiers qui comportent un risque. Donc ils peuvent te faire gagner de l'argent, mais ils peuvent aussi te faire beaucoup perdre. C'est comme la bourse. Alors, bien évidemment, maintenant, avec les années, on a du recul. On peut constater que c'est pas quand même la loterie, c'était pas le casino, c'est pas du jour au lendemain où tu vas tout perdre. Néanmoins, tu peux perdre de l'argent, tu peux être en difficulté. Et donc, il faut que ça soit de l'argent que tu es prêt à perdre, sur lequel tu ne comptes pas pour vivre. Puisque, en fait, imaginons, tu vas acheter du bitcoin pour 1000 €. Du jour au lendemain, ça ne vaut plus que 500 €. Et en fait, tu en as besoin pour acheter à manger. Tu vas paniquer, tu vas retirer. Et tu vas avoir une perte sèche d'un coup de 500 €. Donc ça, c'est vraiment pas le bon plan. Il ne faut pas compter sur cet argent. Il faut vraiment l'avoir placé, économisé, te dire, ok, j'en ai pas besoin, ça me sert vraiment pour investir. Si à l'inverse, je reprends cet exemple où il y a une perte de moins 50%, il ne te reste plus que 500 €, et que tu n'es pas pressé, que tu n'as pas le couteau sous la gorge, le gros avantage, c'est que tu vas attendre. Tu vas attendre 2 semaines, 2 mois, peut-être 2 ans, mais il y a sûrement un moment qui sera plus propice où le cours du Bitcoin aura remonté et que tu pourras récupérer ta mise, voire même peut-être faire des gains, mais que tu sortiras gagnant de l'opération. C'est comme dans tout, en fait ce n'est pas un sprint, c'est un marathon.
Donc, on parle souvent de DCA, Dollar Cost Average. L'idée, c'est que si tu as 50 balles par semaine, eh bien, tu vas pouvoir placer toutes les semaines ce petit montant de 50 euros en achetant, par exemple, du Bitcoin. Et l'avantage, c'est que peu importe la fluctuation du prix du Bitcoin, comme tu vas acheter à des points réguliers, tu vas quelque part moyenniser en fait le prix que tu vas acheter. Et donc pour les débutants, c'est un très bon système pour ne pas trop se poser de questions sur comment acheter, ne pas prendre de risques, ne pas être débordé par ses émotions de façon très lucide, très disciplinée. Voilà, tu vas investir tout doucement des petites sommes au fur et à mesure dans Bitcoin. Alors, c'est bien gentil tout ça, mais comment on fait une fois qu'on a décidé le montant? Eh bien, après, il va falloir que tu te tournes vers une plateforme où tu peux acheter de la crypto-monnaie. Alors, il y en a extrêmement plein. Chacun, d'ailleurs, des fois, c'est un peu virulent dans les échanges. Chacun a ses plateformes favorites. Dans les plus connues, tu as notamment Coinhouse. Il faut savoir qu'il y a des plateformes qui, en France, font l'effort d'être labellisées PSAN et donc qui ont, voilà, qui sont adoubées en France et qui sont mieux contrôlés et régulés, en tout cas qui sont vérifiés par les autorités, notamment l'AMF qui est l'autorisation de marché financier, si je ne dis pas de bêtises. Et donc, il y a des plateformes, il faut faire plus attention parce qu'en France, elles sont plutôt liste noire, elles n'ont pas montré patte blanche partout. Donc, et pour autant, elles sont accessibles par le web, hein, parce que le web, on est worldwide, on est à travers le monde. Donc voilà, moi je te conseille effectivement Coinhouse que je connais. Tu as aussi une plateforme qui est là depuis assez longtemps et qui est très reconnue, qui est Binance. Voilà, mais tu en as plein d'autres. On pourra faire d'ailleurs un épisode comparatif de toutes les plateformes, c'est pas un souci. Tu vas sur une de ces plateformes que tu as choisi. Et en fait, tu crées un compte, comme tu créeras un compte d'une boîte mail, d'Amazon, tout ce que tu veux. Voilà, avec tes différents renseignements. Une fois que c'est fait, tu vas avoir deux façons en fait pour mettre de l'argent sur cette plateforme. Alors tu as plusieurs façons, mais les deux principales sont soit en fait tu vas payer par carte, tu vas vouloir 100 euros de Bitcoin, bah, tu vas payer par carte 100 euros, soit tu vas faire un virement, donc avec un RIB, hein, tu vas avoir un IBAN, tu vas renseigner l'IBAN, faire le virement et envoyer de l'argent dessus. En fait, il faut juste faire attention, puisque souvent, le virement, c'est un peu plus embêtant, mais tu as moins de frais que si tu payes en carte bancaire et potentiellement, ils vont te prendre des frais. Donc, je m'explique, si tu vas dépenser 100 euros pile poil, bah, ils vont te prendre, je sais pas moi, 4 euros de frais, donc tu n'auras pas l'équivalent de 100 euros de Bitcoin, mais plutôt 87. Voilà, donc il faut juste checker ça. Toujours est-il qu'une fois que tu as l'argent sur ton compte, sur ton application de crypto-monnaie, et bien après, tu vas pouvoir ces euros, ou si tu as déjà acheté directement du Bitcoin, bah, soit les garder, soit après faire d'achat d'autres crypto-monnaies ou de la revente. C'est toi qui vois. Moi, je te conseille sur tes débuts de rester sur ce truc-là, de dire par carte ou par virement, je mets 50 euros sur les différentes plateformes. Donc il y a des plateformes où les euros arriveront directement, il faudra que tu ailles dans la plateforme de trading, en fait, acheter la crypto-monnaie de ton choix, et il y en a d'autres qui vont te faire l'achat directement en Bitcoin. C'est le plus simple, et comme ça tu sais que bah, tu as l'équivalent qui est acheté et tu cumules en fait tes Bitcoins au fur et à mesure. D'ailleurs, un Bitcoin aujourd'hui, il vaut, je sais pas, 82 000 dollars, je crois. Donc, bien évidemment, tu vas me dire, ouais, mais je peux pas acheter un Bitcoin tous les jours. Non, l'avantage, c'est qu'avec 50 euros, tu peux acheter en fait des fractions de Bitcoin et la fraction que tu veux. Je te rappelle, je t'ai dit que c'est Satoshi Nakamoto qui est un peu le créateur de ça avec le white paper. Et donc en fait, une fraction de Bitcoin, ça s'appelle du Satoshi. Et donc l'avantage, c'est que tu peux voilà, acheter la plus petite fraction de Bitcoin que tu veux. Et ça ne pose pas de problème pour acheter 50 euros par 50 euros. Donc c'est hyper accessible, tu peux partir de rien. Et surtout, et ça s'ouvre à tout le monde. Donc c'est ça qui est génial, c'est universel. Même toi avec tes faibles moyens, tu peux y aller. Voilà, j'espère que l'épisode t'a plu. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Il y a plein de choses qu'on pourrait voir dans les épisodes prochains, notamment il y a beaucoup de jargon dans les cryptos, donc j'ai beaucoup envie de te présenter les différents termes qu'il faut connaître et les vulgariser. Ça peut être, on l'a vu dans l'épisode, les différentes plateformes qui existent et sur lesquelles on peut se tourner selon tel ou tel critère. Ça peut être aller plus loin dans la sécurisation, puisqu'il existe des espèces de disques durs sécurisés, ce qu'on appelle des clés, notamment la plus connue c'est Ledger. Donc des clés sécurisées pour mettre tes cryptos hors ligne et vraiment les coffrer comme on dit. Voilà, il y a plein de sujets divers et variés sur la crypto. Dis-moi en commentaire
Peu importe si tu m'écoutes sur Spotify, Apple Podcast, si tu me regardes sur YouTube ou si tu me suis sur les réseaux, viens commenter et je me ferai un plaisir de faire le prochain épisode sur le sujet que tu as envie. N'oublie pas de m'aider et donc de mettre 5 étoiles sur la plateforme d'écoute de ton choix ou bien de liker sur YouTube et de t'abonner. Mille merci à toi pour cette écoute et je te dis à très vite pour le prochain épisode. Ciao ciao.